Entrepreneur, c'est un truc que quand même, je pense que quand même, il y a beaucoup d'innés, comme c'est vraiment un truc que tu as dans les tripes. Alors, je pense que ça peut s'apprendre. Et du coup, c'est pas parce que tu n'es pas un entrepreneur inné que tu peux pas le devenir. Mais en fait, quand moi je dis devenir entrepreneur, pour moi, entrepreneur, c'est pas juste quelqu'un qui dépose des statuts, qui a un cabis. Entrepreneur, pour moi, c'est quand même vraiment un état d'esprit. L'entrepreneuriat, c'est une histoire de personnes et de leur vision. Je suis Valran Mouléberto, entrepreneur récidiviste et notamment fondateur du Crayon. Ici, on partage nos visions du business et de la société avec des invités qui ont creusé une discipline et font partie des 1% les plus renseignés dans leur domaine. Bon épisode. Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle interview. J'ai aujourd'hui la chance d'accueillir le Bordelais du coup, Hugo Benz. Salut Hugo. Salut Laurent, tu vas bien? Ça va et toi? Je suis Impeccable. ravi de te recevoir parce qu'il y a un podcast que tu as fait avec Benoît, qu'on va d'ailleurs recevoir aussi, qui m'a vraiment marqué, où je trouvais que c'était peut-être une des plus belles masterclass de business, j'invite les gens à l'écouter, que j'ai entendu dans l'entrepreneuriat, dans la Startup Nation. Et tu avais parlé notamment de cette question un peu des différents profils d'entrepreneurs, entre ceux qui démarrent, ceux qui construisent et ceux qui gèrent. Quel est toi ton avis dessus en fait? Comment ça fonctionne ce truc-là? Bah, c'est vrai que ce podcast que j'avais fait avec Benoît, en fait, il était hyper intéressant parce qu'en fait, avant de faire ce podcast, c'est Benoît en fait qui a mis en fait un peu un mot, une étiquette, un peu sur mon profil et qui m'a au début traité de starter. Et ça a été hyper important pour moi parce qu'en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question, en fait, quelle était un peu ma place parmi les entrepreneurs, etc. Et en fait, depuis que j'ai acté, en fait, c'est vrai que je suis un starter, je suis un mec défocus qui aime bien monter des projets, lancer des projets et qui, au bout de très vite d'un an, 1 an et demi, 2 ans, qui commence un peu à m'en défaire parce que j'ai envie d'en lancer un autre. J'en avais presque honte un peu de ça. Tu vois, moi, j'aurais bien aimé être tu vois, le CEO, gestionnaire, manager sur le long terme, Ouais. qui va aller jusqu'au scale, qui va lever de l'argent, qui va tout ça. Et en fait, je forçais un peu ma nature pour essayer d'être cette personne-là, alors qu'en fait, intrinsèquement, en fait, je le suis pas. Et moi, je suis un mec qui serait plus heureux dans sa vie à monter 10 boîtes à 2 millions qu'une boîte à 20 millions. Et du coup, je pense qu'on en parlera après. Donc, c'est pour ça que pour un mec défocus comme moi qui adore monter des boîtes, du coup, j'ai décidé de monter une boîte qui monte des boîtes, quoi. Mais du coup, comment réussir à en faire une qualité, le fait d'être défocus? Parce que moi, j'en ai rencontré en tout cas plein des entrepreneurs qui étaient défocus, qui forcent leur nature, et c'est, j'imagine, obligatoire au début de toute façon pour construire quelque chose. Comment tu arrives à transformer ça comme une force? En fait, déjà, la première, c'est de s'associer aussi avec les bonnes personnes. Parce que si tu montes des boîtes très fort, très vite, et qu'après tu te casses au bout d'1 an et demi, et qu'il n'y a personne pour reprendre le flambeau, et en fait, continuer à faire perdurer le bel actif qu'on est en train de faire, ça sert à rien. Donc, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est les premiers recrutements. Ça, c'est quelque chose que j'ai vachement loupé au début de ma jeune carrière d'entrepreneur, et sur lequel aujourd'hui, je suis vraiment intransigeant. C'est-à-dire que c'est un recrutement, ça se prépare 6 mois à l'avance. Donc déjà, ça se prépare par des budgets, par des prévisions, par une définition des besoins, par une fiche de poste, par un recrutement au couteau. Vraiment, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Vraiment, on prend la bonne personne avec le bon fit humain, le culture fit, hyper important. Et ensuite, pareil, les étapes d'après sont encore hyper importantes. Un welcome pack de ouf, un onboarding pareil, comme on aime. Et après, encore une fois, c'est du long terme, c'est-à-dire c'est une formation sur le long terme, des routines, des points. Enfin, en fait, c'est toutes ces petites choses qui, mis bout à bout, font que tu es capable de quitter le navire tranquillement. Ouais, avec une personne grandit chez toi et peut prendre ta place ou ton rôle opérationnel, quoi. Ce que j'adore, moi, c'est me rendre dispensable. Pardon. Ok. Et ça, du coup, je l'apprends au fur et à mesure, mais c'est du boulot et il faut bien le faire, quoi. Il faut accepter de prendre du temps pour aller en gagner plus tard, quoi. Et est-ce que c'est pas aussi presque une forme d'humilité aussi de se rendre compte de ça, en fait? C'est-à-dire de se dire, en fait, c'est pas mon rôle. Je suis pas là pour être le patron ou forcément même l'image. Je prends l'exemple de Kimono où c'est plutôt Olivier qui... Bien sûr. Est-ce que c'est pas aussi une forme d'acceptation humble que c'est pas ce qui te rendra heureux, tu vois, même si c'est peut-être ce à quoi t'aspires quand tu commences ou ce genre de truc? Non, mais c'est une super question parce que tu vois, de faire tous ces podcasts, d'essayer de raconter l'histoire, de verbaliser ce que j'ai dans les tripes et ce que j'ai vécu, etc. En fait, ça me permet de me rendre compte que, en fait, en gros, je suis souvent un numéro 2 et en fait, il n'y a pas de problème avec ça. Je pensais que j'en avais un. D'ailleurs, j'ai souvent mon ego qui a été un peu éclaté là-dessus. Et en fait, maintenant, je l'accepte tellement parce qu'en fait, c'est en acceptant ça que du coup, je peux vivre la vie que je kiffe. C'est-à-dire, c'est de me mettre, encore une fois, avec des mecs qui sont des number one. Et du coup, moi, ça me permet de vivre mon kiff, c'est-à-dire de
d'avoir la liberté, comme je veux, de monter mes projets comme je l'entends. Et du coup, sur la question des projets, comment on réussit à rapidement monter une boîte rentable? Parce que je sais que tu viens de The Family, si je dis pas de bêtises. Ça a été au milieu, ouais. C'était au milieu, enfin, en tout cas, il y a eu cette époque-là. Et je sais qu'à The Family, il y avait une culture par rapport à d'autres fonds d'investissement d'accélérateurs qui était assez distanciée de la levée de fonds, en tout cas à court terme. Est-ce que ça fait partie de cet enrichissement ou est-ce que c'est vraiment un truc que toi tu portais du côté bootstrap et du côté rentabilité dès le premier jour? En fait, je le portais, mais en fait, malgré moi, parce que moi, j'étais très loin de base de ce monde des levées de fonds, de ce monde de la BPI, les subventions. Moi, j'ai jamais monté un dossier de sub. Tu vois, j'ai des potes, j'ai l'impression que leur boulot à plein temps, c'est de monter des dossiers de subventions et les mecs, les 3/4 de leurs chiffres, c'est ça, quoi. Donc moi, j'ai toujours été très loin de ça. Donc en fait, c'est bien malgré moi, en fait, j'avais pas le choix et moi, j'étais le mec qui allait chercher l'argent, en fait, là où il était, c'est-à-dire chez mes clients, quoi. Et comment on trouve rapidement, du coup, peut-être un product market fit, peut-être que le terme est trop galvaudé, mais comment on trouve des ressources d'argent sur une idée qu'on a en fait? Comment on passe de le fait de résoudre un problème avec une solution à réussir à avoir des clients et générer de l'argent? C'est souvent, et nous on a monté une soirée avec des potes qui s'appelle la Founders Night, et on voit que c'est peut-être le problème numéro 1 qui revient à chaque fois, c'est comment je fais en sorte de passer à un rythme de rentabilité sain en fait. Et c'est quasiment l'étape, je pense, la plus dure pour tous les entrepreneurs. Et c'est celle que j'ai l'impression que tu maîtrises le mieux. C'est vrai, alors, je pense que déjà, je pense que j'ai aussi eu la chance d'être sur un marché que, en fait, pour peut-être redire, Bien sûr. c'est que toutes les boîtes en fait, que j'ai montées, elles sont pratiquement toutes sur un même marché, un même métier, qui est le textile personnalisé, et en fait, sur laquelle j'ai saisi plusieurs opportunités pour monter plusieurs boîtes sur plusieurs verticales. Ce qui est pratique en fait avec ce métier-là, c'est que tu trouves un fournisseur, des partenaires de marquage et des clients. Le client te passe une commande, tu commandes le textile, tu le fais marquer, tu livres le client. Le client, il te paye avant. Donc en fait, tu n'as pas de problème de financement, puisqu'en fait, l'argent fait le tour comme ça. Et en fait, à un moment donné, toi, tu prends ton cut qui est ta marge. Et du coup, c'est cette marge qui te permet du coup d'accélérer, de faire tes premiers recrutements, de faire tes premiers investissements. Et normalement, si tu n'es pas trop bête, du coup, tu es rentable, quoi. Et du coup, quand est-ce que tu rachètes carrément l'usine et le truc de flocage pour tout l'écosystème? Justement, pour la petite histoire, ça, je l'ai fait. En fait, j'ai commencé par ça. Ah, énorme, je savais même pas. Première boîte que j'ai vraiment montée. Une boîte qui est montée encore une fois très haut en termes de vente, etc. Puisqu'on est monté à quasiment 4 millions d'euros. Mais c'est une boîte qui, au bout de 4 ans, que j'ai liquidée. Donc, tu vois, ça, c'est le pire échec de ma vie. Donc, 2015-2019, liquidation en 2019. 3 premières années, encore une fois, je suis en mode vraiment accélération de fou. 1 million, 2 millions, 3 millions. Grosso modo, on augmentait d'1 million tous les ans. On était à peu près rentable, donc du coup, ça passait au niveau des finances, des banques, des assurances avec tes fournisseurs, etc. Dernière année, pas de rentabilité, même du coup, un joli trou, il faut le dire. Et tu vois, là, c'est en termes d'apprentissage sur la gestion, la marge, le BFR, tous ces trucs-là, je peux te dire qu'on m'y reprendra pas parce qu'une liquidation, c'est quand même hyper violent à vivre. C'est, faut le dire, c'est tu vires des gens, c'est tu passes de star sur un marché à la risée d'un marché, tu dois de la thune à des gens, donc du coup, ça met quand même pas mal de tension. Moi, j'avais 1 million d'euros de prêts sur des machines, dont 100 000 euros en caution solidaire. J'ai dû rembourser ces 100 000 euros. Tu vois, j'ai fini que cette année de rembourser. Donc, c'est-à-dire que moi, en perso, tous les mois, depuis 3 ans, je raque. Donc, ça, pareil, tu vois, on parle ça souvent des succès. C'est pour ça que depuis 1 an, je suis assez libéré là-dessus. Parce que, pareil, pendant 2 ans, j'en ai parlé à personne. Mais en fait, je pense que c'est aussi important de parler de ça pour que les gens ne se disent pas, putain, ils racontent que les succès, c'est du bullshit, etc. Non, il y a eu un bel échec que je me suis bien pris dans la gueule, quoi. Je comprends, et puis j'ai l'impression que il y a un problème sur la communication sur l'entrepreneuriat, c'est qu'on parle un peu trop souvent de l'entrepreneuriat comme un truc uni en fait. Alors qu'il y a des stades de boîtes, il y a des différences de modèles, il y a des différences d'erreurs à faire en fonction des modèles et des boîtes. Et je trouvais qu'il y avait Théo Lyon, par exemple, a fait un très bon post et une très bonne communication autour de lui. Il a eu un moment un danger pour des questions de gestion de trésorerie, par exemple. Et c'est quelque chose que nous, on a justement anticipé parce que là, on va rentrer dedans. Et heureusement, on va pas rentrer dedans parce que ça fait 6 mois que Théo a communiqué là-dessus et qu'on a veillé là-dessus. Exactement. Et je pense que c'est aussi toute l'ampleur que prend ta communication, donc sur LinkedIn notamment, elle est aussi basée sur ce
ce côté un peu genre rendre l'appareil de l'éducation que toi aussi t'as eu. Ouais, exactement, mais franchement, ça, apporter de la valeur en fait sur tout ça, parce que montrer à quelqu'un comment passer de 0 à 100, montrer à quelqu'un comment recruter 5 personnes en un mois. En fait, tout ça c'est très bien et les gens qui partagent ça, en vrai, même s'ils le font peut-être pour de la fame ou pour des likes ou pour tout ça, en fait, moi j'ai envie de dire, j'en ai rien à foutre. En fait, tant qu'ils le font et que ça apporte de la valeur aux gens, eh ben, c'est très bien. Mais c'est vrai que le côté. J'ai fait telle connerie, voici comment je l'ai réparé, ou je suis pas passé très loin de l'échec et maths parce que j'avais pas anticipé ça, voici ce que j'ai fait. Bah ça pareil, c'est limite des enseignements qui sont encore plus importants quoi. Ouais, et qui devraient être encore plus partagés. Hein. Et pourquoi selon toi on le partage? Est-ce que tu penses qu'il y a encore aujourd'hui comme tu disais, tu parlais d'être la risée d'un marché, est-ce qu'il y a encore cette peur vraiment chez les entrepreneurs? Ah bien sûr, c'est vrai que c'est quand même toujours plus agréable de partager une victoire que de partager une défaite. Moi après je suis un peu mitigé, tu vois, j'ai toujours été un peu... alors il y en a qui l'ont très bien fait, tu vois, par exemple Damien de Save qui a été sur tous les plateaux, sur tous les podcasts pour expliquer comment il avait foiré Save et ce qu'il en avait appris. Bah ça franchement c'était de l'or en barre parce que le mec c'est juste un génie, qu'il a vécu un truc qui est juste hors norme pour son âge de l'époque. Donc en fait je comprends. Après les gens qui vont dire j'ai foiré ma boîte, voici les apprentissages que j'en ai fait, etc. et tout. En fait, des fois, t'as envie de dire, mec, t'as foiré juste parce que t'es con, en fait, tu vois. Donc, enfin, des fois, je suis un peu cynique par rapport à ça. Donc, pour ça que les gens, peut-être, parfois, ont un peu plus de mal à partager un peu ces échecs parce que il faut bien le tourner pour que ça apporte vraiment de la valeur aux gens, quoi. Je comprends. Mais du coup, tu penses que n'importe qui peut devenir entrepreneur? Non, je pense pas. Tu vois, c'est là où je suis un peu différent de la pensée de The Family. Non, je pense que, franchement, entrepreneur, c'est un truc que quand même, je pense que quand même, il y a beaucoup d'innés, comme c'est vraiment un truc que tu as dans les tripes. Alors, je pense que ça peut s'apprendre. Et du coup, c'est pas parce que t'es pas un entrepreneur inné que tu peux pas le devenir. Mais en fait, quand moi je dis devenir entrepreneur, pour moi, entrepreneur, c'est pas juste quelqu'un qui dépose des statuts, qui a un cabis. Entrepreneur, pour moi, c'est quand même vraiment un état d'esprit. C'est quoi comme état d'esprit? Bah pour moi, tu vois, les deux valeurs que je mets en top de ce qui définit un entrepreneur, c'est le goût du risque et la liberté. C'est-à-dire, je pense que quand tu es entrepreneur, tu vas peut-être pouvoir enclencher, tu vois, d'une même idée, un mec pour moi qui est un entrepreneur dans l'âme, quelqu'un qui l'est pas, ils peuvent avoir la même idée, l'entrepreneur il va la tester la semaine d'après, pendant que celui qui n'est pas entrepreneur, il va faire une étude de marché de 3 mois. C'est ça en fait pour moi, lui l'entrepreneur, lui il l'est pas. C'est pour ça que moi je pense que tout le monde ne peut pas vraiment devenir un vrai entrepreneur. Et qu'est-ce que tu penses du coup des formations entrepreneuriales? Je sais qu'il y a j'ai oublié comment elle s'appelle, la femme de Qui veut devenir mon associé, qui lance une espèce de grosse entreprise de formation entrepreneuriale qu'elle veut déployer en France. J'ai oublié son nom aussi, celle qui a été aux États-Unis. Ouais. Merde, bon, je l'ai pas. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Bah non, en fait, encore une fois, c'est très bien. Parce que tout le monde n'est pas entrepreneur inné, mais en fait, tu peux quand même, encore une fois, l'apprendre. C'est juste que du coup, par rapport à celui qui est vraiment un entrepreneur inné, bah du coup, pour moi, c'est un peu des cheat codes, tu vois. C'est-à-dire que tu peux gagner à GTA sans tricher, mais tu peux aussi gagner à GTA en utilisant les cheat codes. À la fin, c'est le même résultat. T'as fini GTA. Bon, bah voilà, c'est juste qu'il y a deux voies pour ça, quoi. Ouais, le côté un peu Pogba, inné et Matuidi, travailleur, quoi, en fait. Ouais, là, c'est encore un autre débat, ça. Là, tu lances un startup studio, et d'ailleurs, félicitations, c'est énorme que tu fasses ça, qui s'appelle La Chapelle. Et j'ai l'impression qu'on n'a quasiment pas en France, enfin, qu'on communique un peu sur certains d'entre eux, mais que moi, de ce que je connais, je suis loin d'être le mec qui connaît tout dans l'écosystème, mais je connais bien The Secret Company. Je sais qu'il y en a 2-3 autres dans Paris qui sont rattachés à des plus grosses institutions. Bah, t'as la référence suprême qui est eFounders. Oui, eFounders, évidemment. Avec Thibaut Elzière. Oui, mais qui est quasiment un fonds d'investissement déjà aussi, non? Ouais, non, c'est un vrai startup studio. C'est juste qu'en fait, c'est un startup studio avec beaucoup de moyens et avec une core team de rockstar, en fait. Ouais. C'est juste que, du coup, tu cofondes une boîte avec Thibaut Elzière et eFounders. T'as pour le coup, t'as même pas besoin des cheat codes. En fait, t'as l'unfair advantage par excellence. Puisqu'en fait, t'as une core team avec tous les métiers où t'as que des rockstars. T'as Thibaut Elzière, bien sûr, qui est là, très opérationnel. T'as de l'argent, bien entendu. Hein, je crois que chaque boîte qui est lancée par eFounders, il y a déjà 500 000 euros de mise sur la table. En fait, c'est comme un pré-précide, quoi. Dont Aircall, qu'on peut citer. Tu peux même en citer encore plus. Hein, Aircall, Spendesk, Front. Je crois qu'il y a déjà 4-5 licornes à son actif. C'est juste un track record qui sera, pour moi, jamais égalé. Ou alors, pas de sitôt, quoi.
Et donc, du coup, toi, c'est quoi ton ambition avec ton startup studio? Elle est bien sûr moins grande que celle de, Pas de licorne. de eFounders. Non, mais en fait, mon objectif, encore une fois, c'est de me créer une structure qui me permet d'être encore plus libre et de laisser beaucoup plus cours à ma créativité et à mon envie de créer des boîtes, d'être entouré, encore une fois, par des gens que je trouve brillants, avec qui j'ai un culture fit de malade, d'aller chercher, du coup, des CEO externes avec qui, encore une fois, ça va fitter, des gens dans lesquels je vais croire dans leur capacité d'exécution. Parce qu'en fait, encore une fois, il ne suffit pas d'être smart, il ne suffit pas d'avoir une bonne idée, il suffit juste, en fait, de savoir comment l'exécuter vite et bien. Ça va être la clé, et c'est déjà bien. Non, c'est déjà bien. Et quelle est si je peux dire un peu la thèse de marché, quels sont les types de boîtes, les types de marchés que tu veux l'attaquer? Que Bootstrap, du coup, j'imagine? Alors au début, en effet, c'est des lancers en 100% bootstrap. Après, moi, j'ai pas de thèse là-dessus. Je suis pas un anti-levée de fonds. La levée de fonds, c'est un super outil pour accélérer. Et je pense que la moitié, voire les trois quarts des boîtes en ont besoin à un moment donné pour passer à un autre step, pour passer au step d'accélération et du scale. Donc franchement, je serais pas du tout anti-levée de fonds. Même au contraire, je pense que c'est un très bon milestone quand tu crées un startup studio où tu es très opérationnel avec les founders pendant un an et demi. La première levée de fonds, je pense que c'est le bon milestone pour dire nous, maintenant, on se retire. Maintenant, tu vas pouvoir créer ton équipe autour de toi et nous, on va se retirer peu à peu de l'opérationnel pour aller créer d'autres choses et passer au projet suivant, quoi. Top. Et Bordeaux, tu fais faire ça à Bordeaux, ça fait plaisir aussi. Du coup, alors je fais pas ça à Bordeaux par anti-parisianisme, par anti-parisianisme, pardon, c'est juste parce que j'habite à Bordeaux, que du coup j'ai envie de m'associer avec des gens qui sont à Bordeaux, parce qu'on a un super cadre de vie, que maintenant en plus avec le Covid, avec la visio qui est 100% généralisée, je pense que ça va être de moins en moins un problème de ne pas être à Paris. En plus maintenant on a le TGV en 2 heures pour y aller. C'est comme ça grand pratique. Je pense quand même qu'être sur Paris pour ça reste un avantage. Hein. Je l'enlèverai jamais. Mais je pense que on va essayer en tout cas de tirer notre épingle du jeu, même en le montant en province, quoi. Non, mais c'est vraiment une très belle ambition. Il y a qui dans l'écosystème que tu n'as jamais rencontré, que tu aimerais beaucoup rencontrer, que tu aimerais vraiment, avec qui tu aimerais discuter? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, dans l'écosystème, en fait, se parlent pas beaucoup, même si de loin, on voit à peu près qui. Toi, c'est qui à peu près cette personne-là? Mais à quelqu'un avec qui j'aurais même jamais parlé en visio ou quoi? Ouais, quelqu'un avec qui t'aurais même jamais parlé? Je rêverais de parler avec Thibaut Elzière, qui est pour moi qui est ma star, qui est la star de l'écosystème français, qui en plus, avec tous les gens avec qui j'ai échangé, qui ont eu la chance d'échanger avec lui, c'est un mec qui est très simple, qui se la pète pas du tout, alors que le mec, il a juste le plus beau palmarès du monde. En fait, c'est comme si moi, je jouais au niveau régional ou en division 4 et que je parlais avec Zidane et que Zidane, il m'invite chez lui à bouffer, qui me fait la bouffe et qu'on discute et qui m'explique tout ce qu'il a fait dans sa carrière et comment réussir. Il paraît que c'est ce genre de personne et donc, du coup, j'ai encore plus de respect pour lui par rapport à ça, quoi. Ok. T'as une question pour lui, si jamais un jour on arrive à le recevoir? Étant donné que franchement, je pense que j'ai lu tout ce qu'il a écrit, j'ai regardé tous ses podcasts, j'ai quand même déjà pas mal d'infos. En fait, t'as même pas de questions. J'ai pas de questions là comme ça qui me vient, franchement. À part si peut-être, tiens, franchement, de toutes ces boîtes qu'il a montées chez Founders, de laquelle il est le plus fier. Alors, je pense qu'il ne le dirait pas, peut-être, mais ça, par curiosité, ce serait intéressant de savoir de laquelle il est le plus fier et pourquoi. Tu parles de laquelle il est le plus fier. Toi aussi, tu as ce rapport peut-être un peu paternel avec les boîtes que tu as montées? Un petit peu quand même, mais en fait, moi, tu vois, pour moi, les boîtes que j'ai créées, c'est un peu comme les maisons, les appartements dans lesquels j'ai vécu. Okay. Je les ai adorés, mais une fois que j'en change, j'y pense plus, quoi. Franchement, en fait, c'est pas que j'y pense plus, parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours une affection particulière pour Kimono, pour Capsule, pour Kermesse, pour toutes ces boîtes. En fait, j'ai plus de l'affection pour mes salariés, mes associés, etc., pour les hommes qui sont dedans, plus que pour vraiment la boîte et la marque en elle-même. Qui ça, en fait, en gros, j'estime que c'est pas mon bébé, ça m'appartient plus, en fait. Tu vois, ça appartient aux gens qui y travaillent. Donc c'est plutôt en ça, quand je disais je n'y pense plus, c'est que pour moi, en fait, ça ne m'appartient plus, même si j'ai encore des parts, etc. Mais pour moi, c'est plus ma propriété, quoi. Je comprends. C'est la dernière question qu'on pose à toutes les personnes qui viennent sur le crayon. Est-ce que tu as une phrase ou une punchline de toi ou de quelqu'un d'autre que tu portes un peu au quotidien
Et qui est une forme de symbole un peu de ton mantra. Mon symbole, moi, c'est mon premier mentor, du coup, qui était Christophe Charles, le fondateur de Cdiscount, qui a été mon premier patron à mon premier stage où j'ai eu trop de bol, quoi. J'arrive, il venait juste de revendre Cdiscount et il se relançait dans cette nouvelle aventure. Il venait juste de faire 1 milliard avec Cdiscount. Moi, je venais de redoubler mon école de commerce. On était 3 sur 350. Je t'explique pas comme le niveau de performance. Et d'un coup, mon patron, c'est un mec qui est juste un génie et qui devient mon mentor. Et il me répétait toujours une phrase qu'après, j'ai toujours répété à tous mes salariés, qui est encadrée chez moi, etc. C'est « le mieux est l'ennemi du bien ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu attends que ton produit il soit bien à 90% pour le lancer, c'est que c'est déjà trop tard. Toujours être dans l'action et après, tu es dans la correction. Plutôt que commencer par la correction pour agir. Et du coup, c'est quoi, très schématiquement, le pourcentage qui, selon toi, est le bon pour lancer le produit? 0%? Franchement, même 10%. En fait, tu lances ton produit à partir du moment où tu lances même juste une landing avec une baseline, avec une proposition de valeur. Tu as déjà commencé en fait, à lancer ton produit. Et là, tu vérifies l'attraction avec juste une inscription pour être bêta-testeur, pour une newsletter ou pour ce que tu veux. Déjà, tu vois qu'il y a un intérêt et tu vois que tu as déjà démarré. Et en fait, encore une fois, ça te pousse en fait, à prendre la première étape. Je sais pas, j'aime bien les métaphores, mais c'est comme si, je sais pas, demain, tu veux faire le tour du monde à pied. Enfin, tu vois, ça va te prendre un million de temps, quoi. Donc, si tu veux faire le tour du monde et que tu veux le faire vite, prends un billet d'avion, quoi. Ça t'ira plus vite, quoi. Je comprends. Il y avait Oussama qui disait, je trouvais que c'était intéressant, c'est si jamais les gens sont pas prêts à payer sur l'idée, ils seront pas prêts à payer dans la réalité. Je trouve qu'il y a un peu de ça. C'est pas mal, ouais. J'aime bien aussi. Hein. Merci beaucoup. Ça fait très plaisir, Hugo. Merci à toi pour l'invitation. C'était très cool. J'étais vraiment ravi. Et puis, surtout, continue de faire vivre aussi d'autres villes que Paris. Parce que l'entrepreneuriat et même le business en France, c'est quand même pas que Paris. Non, mais franchement, il y en a de plus en plus. Hein. Nous, à 10 ans, on était vraiment tout seuls. Maintenant, tu vois, même à Bordeaux, j'ai créé un club d'entrepreneurs qui s'appelle le Poney Club. Alors, au début, on a donné ce nom. C'était mon associé Seb de Capsule qui me l'avait soufflé, juste parce qu'on trouvait ça rigolo. Et en fait, c'est vrai que dans l'image, en fait, on n'est pas des licornes, on est des petits poneys. Ah, c'est très drôle. Voilà, du coup, c'est poétique. Les gens pensent qu'on l'a créé pour ça, mais en fait, c'est pas ça du tout de base. Et tu vois, c'est un club d'entrepreneurs où on est une centaine à l'intérieur. Et c'est en montant ce club et avec les gens qui parrainaient un tel, que je me suis rendu compte qu'en fait, on avait un écosystème de ouf avec des bêtes de boîtes. Je savais même pas qu'elles étaient à Bordeaux. Mais qu'en fait, comme on n'a pas grand-chose pour déployer la visibilité, communiquer les uns les autres, etc. Et c'est pour ça que la Founders Night que vous avez créée, franchement, c'est des bêtes de trucs, des bêtes d'opportunités pour tout le monde. Et t'imagines que depuis que je suis à Paris, là, depuis 3 jours, je sais pas, j'ai dû faire une dizaine de rendez-vous, et dont au moins 3 ou 4 qui m'ont dit « j'étais à la Founders, c'est trop bien, j'ai rencontré un tel, etc. » Franchement, ça fait plaisir. Vous commencez à avoir une fame, les gars. On réveille un peu tout ce petit monde. Là, le Covid. 500 là, non, je crois. le Covid a fait un peu pioncer tout le monde. Là, on essaie de donner un petit coup d'accélérateur, quoi. Mais voilà, toutes ces choses qui sont mises en place, c'est top. Parce qu'en plus, franchement, l'entrepreneuriat, c'est... Quand je te dis, tu vois, tout le monde n'est pas entrepreneur. C'est que l'entrepreneur, c'est vraiment, j'allais dire, presque une race à part. Et tu vois, quand tu es avec ta famille, tes amis, etc., tu leur en parles, mais ils comprennent pas tout. Ils peuvent pas comprendre, encore une fois. Et en fait, de se rencontrer de temps en temps entre entrepreneurs, pas non plus être trop communautariste, etc. Franchement, c'est un kiff parce que d'un coup, tu parles business sans avoir honte d'en parler, etc. Tu parles de tes problématiques, le mec en face, tu sais, qui comprend exactement ce que tu es en train de vivre, etc. Et franchement, toutes ces initiatives, c'est de la balle, quoi. Merci beaucoup. Et puis, j'espère que tu seras là pour la prochaine. Ouais, je pouvais pas là, mais à la prochaine. On fera une invitation d'honneur. Franchement, j'attends le courrier. Hein. Je suis très vieille France, moi. Merci beaucoup, les amis, de nous avoir suivis. On vous met tous les liens pour suivre ce que fait Hugo et ce que fait La Chapelle en bio. Si vous voulez postuler, si vous êtes à Bordeaux et que vous avez un peu l'esprit prise de risque, c'est probablement le Bordeaux ou non, hein, franchement, même si vous êtes à Paris ou autre. Même si vous êtes à Paris. Abonnez-vous, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si jamais vous en avez. Et puis, je les transmettrai et on fera peut-être une réponse en vidéo sur les autres réseaux. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt. Ciao. Let's begin.